Salut et bienvenue dans le Mycélium. Je m'appelle Claire et sur ce podcast, je te partage mes lectures et mes apprentissages pour nourrir nos réflexions, décristalliser nos idées reçues, se mettre à la page sur les questions de féminisme, de diversité et d'inclusivité dans toutes leurs ramifications. À chaque fois, je te propose de suivre un nouveau filament du Mycélium pour voir où il nous mène. C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau portrait. Celui d'une femme dont j'ai entendu parler sérieusement pour la première fois en lisant le livre « En finir avec l'hystérie prétendument féminine » d'Isabelle Siak, en préparant, bravo Sherlock, l'épisode sur l'hystérie. Plus précisément, c'est une petite phrase de ce livre qui m'a donné envie d'en savoir plus sur Anna et Bertha. Je cite « Finalement guérie en 1888, loin de Breuer, Bertha deviendra une féministe très active, en guerre contre l'exploitation des femmes par les hommes. » Fin de citation. Comme je le disais, j'ai entendu parler sérieusement il y a peu d'Anna, mais cette Anna-O, j'en avais déjà entendu parler vaguement en fait, plusieurs fois, mais comme objet, comme support du génie d'un grand homme. Et ce grand homme, c'était rien moins que Freud. Donc rien de bien marquant. Alors que sous la plume d'Isabelle Siak, elle devient d'un coup, en une phrase, beaucoup plus étoffée, en 3 dimensions, et elle reprend son vrai nom. Oui, parce que Anna et Bertha, c'est une seule et même personne. Ou presque. Et avec Bertha, plus on creuse, plus l'histoire devient passionnante. Cette façon de ne présenter les femmes que comme objets, comme faire-valoir, en oubliant tout ce qu'elles ont fait, c'est très symptomatique de ce qu'on appelle la théorie du grand homme. C'est-à-dire le fait qu'on réduise l'histoire au génie exceptionnel de quelques grands hommes, le masculin est ici bien volontaire, en oubliant tout le contexte. Un bien beau sujet de podcast qui mijote à feu doux depuis un moment. En attendant qu'il finisse de fermenter, aujourd'hui, on va parler d'une certaine Anna-O. À la fin du 19e siècle, Freud, puisqu'on en revient toujours à Freud, est bien décidé à trouver un remède à l'hystérie. Enfin, jusqu'à un certain point. Mais pour le détail, je te renvoie à l'épisode 10 sur l'hystérie, parce que je ne vais pas refaire toute l'histoire aujourd'hui. Freud rencontre Joseph Breuer, médecin autrichien qui l'initie à l'hypnose, un outil qu'il aime utiliser pour guérir l'hystérie. Breuer devient son mentor. À l'époque, guérir l'hystérie féminine, c'était le défi à la mode, avec des ravages dont on a déjà parlé. Anna-O, donc c'est un pseudonyme, souffre d'hallucinations, de paralysie, de troubles de la vision. Elle parle parfois un mélange de langues, perd parfois l'usage de sa langue maternelle. Une bonne hystérique en quelque sorte. Sa guérison, par Breuer, pas par Freud, est l'un des mythes fondateurs de la psychanalyse, rien que ça. On n'insistera jamais assez, la guérison d'Anna-O, c'est vraiment un gros truc à l'époque. Breuer raconte ce cas à Freud, qui est fasciné par cette guérison prodigieuse. Oui, j'en fais des caisses, tu vas comprendre. Ils coécrivent en 1895 Études sur l'hystérie, où ils présentent le cas d'Anna-O, avec d'autres études de cas. Ils affirment l'avoir guérie par la parole et l'hypnose dans ce qu'on appelle la méthode cathartique ou talking cure, donc littéralement la thérapie par la parole. Mais l'anglicisme n'est pas gratuit ici, tu vas voir. Anna-O est présentée comme la première réussite officielle de la psychanalyse, le cobaye parfait. Tu vois, il n'y a pas que moi qui en fais des caisses. Alors, Anna-O n'a certes pas été traitée par Freud lui-même, mais Freud s'est appuyé sur son cas pour créer les fondements de la psychanalyse. Et il s'en est pas privé. Son cas a servi de base à plein d'écrits, de conférences pendant des décennies. Ça a été repris aussi par d'autres, toujours en long, en large et en travers. La psychanalyse, ça marche, et elle est géniale pour en faire la pub. Sauf que, un mois après sa guérison annoncée, Anna-O est de nouveau à l'hosto. Ses symptômes persistent. Mais enfin, elle doit quand même bien être guérie, puisque les deux loustiques le disent. En vrai, plus rien ne m'étonne. J'ai déjà entendu un médecin me dire « Vous n'avez plus mal, c'est bon, vous êtes guérie ». Alors que, clairement si, j'avais toujours mal, d'autant plus que j'avais mal au ventre et qu'il m'avait ausculté le dos. Mais bon, c'est sûrement dans ma tête, c'est connu, hein. J'arrête de digresser, revenons à nos larrons qui se prennent pour Jésus-Christ. Anna-O a même qualifié de ramonage de cheminée ses séances d'hypnose. Avouez que ça fait moins pro que catharsis. Au passage, c'est elle qui invente le terme talking cure. C'est
elle qui fait comprendre à Joseph Breuer la pertinence de parler de ses symptômes puis de remonter à la source. On est loin, très loin de la petite chose passive face à ces grands médecins super fortiches. Mais je doute qu'elle ait touché des royalties. C'est ballot parce que s'il y a bien un truc à garder de la psychanalyse, c'est le fait de parler. Le centre Bertha Pappenheim parle même d'effet Mathilda. Souvenez-vous, on en avait parlé dans l'épisode 3 sur l'accaparement de la technologie par les hommes. L'effet Mathilda, c'est le déni, la spoliation ou la minimisation de la contribution des femmes à la recherche scientifique dont le travail est attribué à des hommes. Donc voilà, notre Anna O est l'un des mythes fondateurs de Freud et c'est du flan. Ce que Freud et Breuer savaient pertinemment. Et ils la jugeaient même irrécupérable. Oups. Ce qui ne les a pas empêchés de se faire mousser en cachant la vérité sous le tapis. Pendant longtemps, la fin de la cure d'Anna O a même fait l'objet de falsifications. Transfert sur Breuer, jalousie de l'épouse, grossesse nerveuse. Ouh, tiens donc, et si on blâmait la femme que c'est original? Non, c'est juste que ça ne marchait pas, et qu'elle commençait possiblement à moins bien supporter son traitement à la morphine. Ah oui, parce qu'il se contentait pas de la faire parler ou de l'hypnotiser. Talking cure, d'accord, mais avec un peu de pavot pour rehausser le goût. Vous comprenez mieux quand on dit qu'il vaut mieux y aller mollo de nos jours, pour citer Freud au pied de la lettre? Oui, il a initié des découvertes importantes. Mais il a aussi fait beaucoup de mal, en sachant souvent pertinemment qu'il le faisait, et il n'est pas à croire comme parole d'évangile. En un mot, il faut actualiser son logiciel, tenir compte de ce qui a été écrit après. Entre en scène Bertha Pappenheim. Bertha Pappenheim, puisque tel est le vrai nom d'Anna O, est une Autrichienne de la bourgeoisie juive orthodoxe. Née en 1859 à Vienne, elle est intelligente, cultivée, parle plusieurs langues et étouffée apparemment dans cette éducation de fille de bonne famille, très stricte et limitée. Rappelons au passage la définition d'Isabelle Siak. L'hystérie est un fonctionnement psychique où le corps exprime une pensée, un désir ou une émotion qui ne peuvent pas se dire autrement. Bertha guérit en 1888. Oui, parce qu'elle guérit. Elle n'est pas irrécupérable. Mais loin de Breuer et certainement pas grâce à lui. Le traitement avec Breuer s'était arrêté en 1882, donc 6 ans avant. Ni grâce à Freud d'ailleurs. Après ses mésaventures psychanalytiques, elle s'installe en Allemagne. Et sa vie est loin, loin de s'arrêter à ses interactions avec Freud et compagnie. Elle ne mérite clairement pas d'être réduite à cette partie de sa vie. Enfin, si vous voulez mon avis, personne ne mérite d'être réduite au déboire de sa vingtaine. À l'approche de la trentaine, finalement, c'est même là qu'elle déploie ses ailes. Confinée, étouffée par son milieu d'origine, elle est tombée dans l'hystérie, qui la pousse à exprimer son mal-être et à transformer son destin. Bertha Pappenheim s'engage au lieu de rentrer sagement dans le rang, et c'est sans doute là qu'elle trouve sa vraie guérison. Une perspective qui m'émeut énormément, je ne vous le cache pas. Pourtant, il a fallu attendre les années 1970 pour qu'on raconte l'acte 2 de la vie de Bertha. Et c'est quelque chose. Fin 1882, alors qu'elle est encore malade, elle se forme pour devenir aide-soignante ou infirmière. À l'époque, les distinctions ne sont pas hyper claires, donc on ne sait pas avec certitude. D'ailleurs, ces troubles hystériques s'étaient déclenchés quand elle soignait son père mourant. Elle a été traumatisée par sa mort, surtout que sa mère lui avait caché la gravité de son état. Mais sa vocation pour le soin était déjà bien là, et avec ce trauma d'abandon lié au décès de son père, ça va guider toute sa vie. Progressivement, Bertha s'implique de plus en plus directement auprès des pauvres, bien au-delà de ce qu'on attendait d'une bourgeoise de son époque en termes de charité. Elle participe à la soupe populaire, fait la lecture à des orphelines. En 1895, donc à 36 ans, elle prend la tête d'un orphelinat en Allemagne. On dit que c'est la première assistante sociale allemande, mais aussi une pionnière du mouvement féministe. En pleine première vague féministe, elle a cofondé la Jüdischer Frauenbund, donc la Ligue des femmes juives, en 1904. Cette association avait entre autres pour but de faciliter l'accès des femmes aux études, contribuer au développement des orphelinats. Bertha a aussi créé un foyer pour jeunes filles en danger et pour enfants illégitimes, milité pour les droits des enfants illégitimes et des mères célibataires.
En somme, elle cherche à réparer le passé de ces femmes et se répare elle-même au passage. Elle ne se contente pas de donner de l'argent, mais agit bien sur le terrain dans sa lutte contre la précarité. Elle fait des enquêtes de terrain, donne des cours, crée des activités pour les enfants. Finalement, elle devient presque un père de substitution pour ses enfants illégitimes. Et elle s'intéresse aussi à leur mère, notamment aux prostituées, aux marginales. En parallèle de son engagement, Bertha Pappenheim a également écrit des pièces de théâtre, des contes pour enfants, et elle a traduit Défense des droits des femmes de Mary Wollstonecraft, la mère de Mary Shelley, l'autrice de... Non, on va rester concentré sur Bertha et on parlera de Mary une autre fois. Bertha meurt en 1936 à l'âge de 77 ans. Tout son engagement l'a sans doute aidé à réparer son traumatisme, le sentiment d'abandon causé par la mort de son père. Donc voilà, j'espère t'avoir fait découvrir le fabuleux destin de Bertha Pappenheim. Je n'ai pas osé me lancer dans la psychologie de comptoir, mais je t'encourage à aller lire l'article Anao de la cure psychanalytique au don de soi, qui est sur kern.info, sur lequel je me suis beaucoup appuyée, et qui explique plus en détail comment, au-delà de la simple cure psychanalytique, c'est par l'action et le don de soi qu'elle a trouvé la guérison. Je dirais même qu'elle a guéri en reprenant les choses en main, pas en dépendant passivement d'un médecin, ou de la morphine d'ailleurs. Face au destin improbable de Bertha, je ne peux m'empêcher de remarquer un truc. Freud est souvent décrit comme le père de la psychanalyse. Mais tu n'entendras pas Bertha décrite comme sa mère, ni elle ni une autre. Pourtant, elle y a joué un rôle tout aussi central, bien qu'à l'insu de son plein gré. Au mieux, on la décrira comme une victime. Donc je précise au passage que le titre de l'épisode est un clin d'œil de ma part, un fémage en quelque sorte, mais certainement pas une dénomination officielle ou historique. Le fait d'avoir des pères, je mets des guillemets, pour une discipline, et d'en oublier les mères, c'est un phénomène qui n'a rien d'unique à la psychanalyse, c'est aussi le cas, par exemple, pour la gynécologie. Mais ça, on se le garde pour un prochain épisode. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite à écouter ou réécouter le portrait d'Ignaz Semmelweis, un homme qui, s'il avait été une femme, aurait clairement été taxé d'hystérique. À la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode En finir avec l'hystérie prétendument féminine d'Isabelle Siak, la page d'accueil du centre Bertha Pappenheim, qui relie l'histoire de Bertha avec nos yeux actuels et féministes, et donc le superbe article Anao de la cure psychanalytique au don de soi sur kern.info. Voilà pour l'épisode du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Ce podcast est réalisé bénévolement, donc tu peux le soutenir en faisant un don sur Tipeee si tu peux te le permettre. Ça m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres et des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en l'envoyant dans les étoiles, 5 de préférence, et en le faisant voyager autour de toi. Merci beaucoup!